bonsoir. Donc on se retrouve pour un test de Zelda Breath of the Wild et de Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2, donc les fameuses Nintendo Switch 2 éditions, qui sont des cartouches Switch 1 avec la mise à jour graphique pour la version Switch 2. Bon. Passé cela, je vais faire un test avec une notation à la fin, un système de notation. Et je vais partir tout de suite sur les points positifs en premier et après les points négatifs. J'ai pris, je crois, 5 points positifs et 5 points négatifs pour pas que ce soit pas trop m'étendre non plus sur plein de petits détails. Mais bon, on verra ça. Et je finirai sur une notation sur 20 points. Voilà. Dans les points positifs, on va commencer avec la direction artistique, l'ambiance climatique et dynamique. Voilà, bon, c'est des mots-clés que j'ai mis et après je blablate dessus. Donc, alors, comment dire, oui, le gros point positif, franchement, de ces deux jeux, ça reste quand même. C'est un petit côté cel shading, donc c'est un petit côté dessin animé dans le graphisme, tu vois. Mais toute l'ambiance de ce monde, de ces deux mondes ouverts, ça reste le même monde, donc l'ambiance de ce monde ouvert, de ces deux Zelda, qui est on peut dire une saga, pour moi je les associe directement, toi, je les teste en même temps. Pour moi ils sont associés, l'histoire elle est continue d'une certaine manière, même s'il y a des changements. Donc ce monde ouvert, il a pour avantage d'avoir un climat dynamique en fait. C'est-à-dire que tu as un cycle jour-nuit un peu plus rapide que la normale, et tu as un cycle aussi pluie, vent, nuages, soleil, lever de soleil, coucher de soleil. On a des fois la pluie qui s'arrête et qui a humidifié l'herbe en cel shading, et un petit lever de soleil arrive comme ça et donne des lueurs sur l'herbe humide. C'est juste magnifique en fait. Franchement, l'ambiance, les graphismes, tout ça, c'est juste magnifique. Voilà, techniquement, on peut pas parler d'un des jeux les plus beaux, mais artistiquement parlant, c'est clairement un des jeux les plus beaux, voire le plus beau quand même. L'ambiance est juste extraordinaire, donc oui, gros point positif pour les deux. Franchement, c'est génialissime. En deuxième point positif, la rejouabilité, moins prise de tête, on profite mieux du jeu. Donc, par expérience, parce que Zelda Breath of the Wild, qui est là aussi, je l'ai fait une première fois sur Switch 1 et je l'ai refait sur Switch 2. Alors je dois préciser quand même, j'ai fait les deux jeux sur une télé 4K et j'ai profité évidemment de la mise à jour graphique HDR et compagnie. Donc 4K 60 fps et en HDR. C'est ce qu'apportait finalement cette mise à jour payante où tu achètes les éditions Switch 2. Donc oui, rien n'est gratuit, tout n'est pas gratuit avec Nintendo. Et est-ce que ça vaut le coup et tout ça, c'est un autre débat. Pour l'instant je suis sur les points positifs. Donc je parlais de quoi? La rejouabilité, oui. Donc la première fois où j'ai fait Zelda Breath of the Wild, j'étais sur la Nintendo Switch Lite, sur ce petit écran et tout ça. Quand je parle de rejouabilité moins prise de tête, c'est que la première fois où j'ai fait Zelda Breath of the Wild, je me suis énormément pris la tête sur un point négatif que je vais en parler plus tard. Et quand je l'ai refait, bah finalement ça a été tellement moins prise de tête, ça a été tellement agréable, tu profites beaucoup mieux du jeu en fait. Tu cherches pas. Voilà, quand tu cherches à droite et à gauche, bah tu te prends la tête, et ça je vais l'expliquer plus tard, mais c'est vrai que de refaire un jeu où tu sais ce qu'il faut faire, et bah finalement Zelda Breath of the Wild, j'ai pris énormément de plaisir, peut-être beaucoup plus, largement plus que la première fois sur Switch Lite. D'une parce que déjà, écran télé 4K tout ça, j'avais une belle manette pro et tout ça, pour jouer j'avais pas le petit écran comme ça, mais c'est bien la rejouabilité parce que Tears of the Kingdom, ça m'a pas fait la même chose. Tears of the Kingdom, j'ai retrouvé un peu les travers de ma première découverte sur Switch Lite de Breath of the Wild. Donc oui, la rejouabilité est clairement énormissime et c'était tellement plaisant que j'ai voulu faire pas le 100% de tout ce qu'il y avait à faire, mais j'ai bien fait 80-90% de tellement de choses, de trucs secondaires et tout.
maximum et tout. La chasse aux insectes, aux animaux pour essayer de récupérer toutes les composants pour faire monter tes tenues au max. Bref, quand tu sais ce qu'il faut faire, tu te prends moins la tête, tu tournes moins en rond et c'est la rejouabilité énorme et c'est un point positif parce que il y a des jeux, bah ils ont plus de rejouabilité une fois que tu les as terminés. T'as pas envie d'y retourner du tout, du tout, du tout. Et là, la rejouabilité est tellement agréable, associée aux autres points positifs, que c'est un énorme, énorme point positif et ça a été aussi surprenant qu'agréable. En troisième point positif, la richesse de l'histoire de l'univers, en associant évidemment les deux jeux. Pourquoi je dis en associant les deux jeux? Parce que la fin de Breath of the Wild peut paraître décevante, voire elle est quand même un peu décevante. Ouais. Bon, je vais pas spoiler, mais il se passe pas grand chose à la fin de Breath of the Wild. Et si tu termines pas tous les souvenirs avant, c'est encore réduit. C'est juste un blabla de Zelda qui est voilà. Bon. Et si tu finis tous les souvenirs après le générique, t'as une fin supplémentaire. Bon. Mais l'histoire des souvenirs justement et tout ça autour, donc il faut faire les souvenirs pour bien comprendre l'histoire et tout ça. Et comprendre l'univers parce que moi l'univers, bon je l'ai découvert avec Echoes of Wisdom. C'est vrai. J'ai fait d'abord Echoes of Wisdom, après j'ai fait Breath of the Wild. Mais c'est vrai que l'univers et l'histoire, je la trouve finalement riche. Elle paraît pas comme ça, vu comme c'est balancé, monde ouvert, tout ce que tu veux. Et c'est là où Tears of the Kingdom est juste énormissime. C'est que là, l'histoire est encore plus palpitante, encore plus incroyable. Et enfin, il y a une vraie fin. Enfin, on a une vraie fin qui, ma foi, est palpitante. Je vais pas spoiler du tout, mais t'as une fin quand tu combats le boss. T'as l'impression, bref, c'est bon, c'est terminé, t'as battu le boss, on va dire. Donc, t'as battu le boss et tout ça. Et en fait, c'est pas totalement terminé. Et franchement, là j'ai adoré. Ce passage-là, je l'ai vraiment adoré. Je m'y attendais pas. Je l'ai adoré. Plus après, il y a encore une fin, machin, tout ça, c'est un peu plus complet. Ça n'annonce pas du tout un troisième épisode. Voilà, pas de surprise. Hein. Et toute l'histoire autour de Zelda qui est renvoyée dans le passé, tout ça. Franchement, c'est énorme ici, l'univers aussi. Donc l'histoire et l'univers, parce que c'est un univers incroyable aussi. Et c'est vrai que Tears of the Kingdom apporte énormément finalement dans d'où vient Ganon, tout ça et compagnie. Comment finalement s'est créé ce monde. Toi, à partir de quoi s'est créé ce monde. Donc, toi, il y a plein de choses. Je trouve que l'univers est incroyable. Et l'histoire est incroyable. Et enfin, et c'est pour ça aussi que j'associe les deux jeux, c'est que la fin de Tears of the Kingdom finit le jeu. Finit la saga et finit les deux jeux. Ce qui n'était pas le cas de Breath of the Wild, où ça ne finissait pas. Et ça, j'avais été quand même très déçu de cette fin-là. Très déçu. Après, quand tu fais tous les souvenirs, t'as un petit complément qui est intéressant. Mais je m'attendais à plus, toi. Faut y aller, faut balancer du contenu, quoi. Faire une vraie fin où faut donner envie aux gens de revenir vers cette fin-là aussi. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Donc en quatrième point positif. En quatrième point positif, et ben la fin de TOTK, incroyable, boss et dénouement. Donc là, c'est pas un doublon parce que la fin de TOTK, ça comprend toute la fin et le cheminement du boss ou des nombreux boss. Voilà, ça sera la surprise. Ou des différentes étapes pour battre le boss. J'ai envie de dire enfin. Enfin, on a une fin qui est juste incroyable. La fin vaut le coup. Voilà, les boss sont incroyables, ils sont pas trop faciles, pas trop durs non plus si tu maîtrises évidemment le contre et tout ça, comme dans la plupart des jeux considérés comme difficiles. Dark Souls en premier, oui je le mets en point positif parce que enfin on a des vrais boss qui ressemblent à quelque chose et enfin on a vraiment un truc incroyable, une vraie fin. Je reviens sur la fin, là j'étais sur l'histoire dans le point positif 3, dans le point positif 4. Le dénouement et la fin, j'ai trouvé ça incroyable, magnifique, grandiose, du grand art, du grand jeu vidéo, comme j'aime en voir souvent. Ça m'a convaincu presque de mettre cette saga presque, je vais dire, dans
mon top 10 des jeux vidéo. Je suis encore en réflexion sur le sujet. Mais vraiment pas mal du tout. Donc énorme conclusion, énorme point positif. Là on pourrait dans Breath of the Wild se dire bah, les boss sont peut-être pas assez variés. Et le boss de fin peut paraître décevant aussi, tu vois. C'est juste, bon, je vais pas spoiler non plus, mais voilà. Donc là, Tears of the Kingdom conclut finalement ces deux jeux. C'est pour ça aussi que je les associe avec leurs défauts et leurs qualités. La fin est incroyable, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Ça vaut vraiment le coup. Et un cinquième point positif, bon bah on va dire la bande son et la musique, hein, voilà, toute l'ambiance sonore et la musique. Donc l'ambiance sonore, bah des fois tu t'arrêtes, tu profites d'un coucher de soleil ou un lever de soleil dans une petite prairie où il n'y a pas de monstres qui vont venir t'emmerder tout ça. Tu te poses là, tu profites du temps, du soleil qui se couche et tout ça. Et t'entends les petits osios, les petits machins et tout ça. Les petits papillons qui volent et qui vont disparaître parce que à la nuit tombée, les papillons disparaissent. Et oui, incroyable. Quand tu chasses les papillons pour faire monter tes tenues, tout ça, ça tu sais que les papillons disparaissent à la tombée de la nuit. Mais cette ambiance sonore est juste incroyable. Mais vraiment incroyable. L'ambiance sonore et l'ambiance, ça fourmille quand même. Ça paraît vide comme ça. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est vide, c'est cel shading, mais c'est quand même vide. Parce que les gens ils s'attendent qu'il y ait 10 tonnes de PNJ qui se baladent. Mais en fait ça fourmille de petites créatures, d'insectes et tout ça. Dans pas mal d'endroits où tu peux te poser, profiter de l'ambiance sonore et tout ça. Ambiance sonore incroyable et la musique aussi incroyable. Mais il y a quand même deux musiques qui sont un petit peu agaçantes. La fameuse musique stressante quand c'est la lune rouge, toi, tout ça. C'est vrai que là ça te met un coup de pression, ça fait un peu film d'horreur à chaque fois dans les deux jeux. Hein. Quand il y a la lune rouge, bon, ça reste quand même une bonne musique, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'ambiance. Et quand à un moment donné tu connais le jeu et tu sais que ça a un côté bénéfique, cet appel à la lune rouge, parce que ça fait revivre tous tes ennemis. Et donc ça fait revivre potentiellement du farm, aller farmer certains ennemis pour récupérer les éléments, les cornes, les machins, les viscères, etc. etc. Mais c'est vrai que la musique en règle générale est vraiment bien. Mais il y a deux musiques un peu stressantes qui m'agacent un peu quand même. Sinon l'ambiance musicale est juste énormissime et la bande sonore incroyable. Belle ambiance et tout ça. Donc ça c'était pour tous les points positifs. Pour les points négatifs, j'ai mis en premier souvent prise de tête quand tu tournes en rond. Monde ouvert. Voilà, c'est typique des mondes ouverts, c'est qu'à un moment donné, et je l'ai revu dans Tears of the Kingdom et je l'ai découvert la première fois sur Breath of the Wild, sur Switch Lite. À un moment donné, tu tournes en rond. Quand tu tournes en rond et t'as des ennemis qui te tombent dessus ou qui pop généralement des sortes de boules, de trucs gluants qui te pop et qui viennent te faire chier avec des chauves-souris qui viennent te faire chier pendant que putain mais faut que je fasse quoi là, faut que j'aille où machin. Il y a la pluie, il y a la machin, il y a tout ça. Et en plus, quand tu commences à dire toi tu dégages machin et ton arme casse, waouh, je dois bien t'avouer que ce mélange là, c'est le problème, c'est quand tu cherches ton chemin et les mondes ouverts, ce mélange là, c'est agaçant. Et je l'ai pas revu, je l'ai pas revécu dans Breath of the Wild la deuxième fois où je l'ai fait sur Switch 2, parce que je savais quoi faire. Voilà. Bon, à un moment donné, je tournais un petit peu en rond parce que j'avais peut-être oublié certains trucs, mais quand à un moment donné, tu dois tout découvrir, tout chercher, tout machin, et que t'es perdu. Oui, t'es perdu. Donc dans Tears of the Kingdom, ça m'est arrivé 2-3 fois où j'étais totalement perdu. Et je t'explique même pas les sous-sols, où t'es totalement dans le noir et tout ça. Et à un moment donné, t'es quasiment bloqué par des énormes falaises. Franchement, c'est ce côté un peu monde ouvert, où quand tu sais pas quoi faire, bah oui, c'est souvent, très souvent agaçant. Oui, quand même, faut le dire. Il y a un côté agacement. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Ce côté agaçant qui fait, ouais, ils auraient peut-être dû faire autrement quand même sur pas mal d'aspects. En deuxième point négatif, les mécaniques de gameplay brouillonnes et agaçantes. Voilà, on a encore ce côté agaçant. Donc les mécaniques de gameplay, c'est tout l'aspect changement d'armes, tout ça. Faut que tu ailles dans le menu pour prendre. Donc t'as des raccourcis, mais les raccourcis fonctionnent pas toujours très très bien. C'est assez brouillon et tu te perds souvent,
même si tu y joues énormément, tu te perds souvent. Si tu ne joues qu'à ces jeux-là, sans jouer à d'autres jeux, des fois, à force, au bout de quelques heures, tu te perds. Tu te perds dans les boutons, dans les mécaniques de gameplay, tout ça. Pour changer d'arme, parce que ça vient de péter, machin, tout ça. Changer de bouclier ou d'arc. Il y a des raccourcis, mais des fois, ça se mélange et... Bon, bon, des fois, t'es fatigué. Et si t'as le malheur d'aller jouer à un autre jeu qui a un gameplay différent, surtout au niveau du saut et tout ça, ou du changement d'arme, et que tu reviens sur Breath of the Wild, même si c'était juste une heure, et bah tu te repères assez facilement. Donc c'est vrai que c'est un jeu, faut pas le lâcher, et faut pas trop y jouer longtemps, pour pas te retrouver à t'agacer sur la mécanique du gameplay. Après il y a toutes les fameux pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure. Il y a des choses quand même très agaçantes, et la plus agaçante pour moi dans ces pouvoirs, autant Breath of the Wild ça va, autant Tears of the Kingdom, le fait de construire des véhicules et tout ça, de coller les éléments les uns aux autres, ça a un aspect très très pénible quand même. C'est pas... Je me demande des fois, est-ce que Nintendo ou les concepteurs de jeux vidéo jouent à leurs jeux? Des fois, tu te poses la question. Parce qu'il y a certaines choses agaçantes dans le gameplay. Donc, bref, je vais prendre un exemple, les fées. Quand à un moment donné tu fais monter tes tenues, les fameuses fées dans leurs fleurs géantes là, les fées géantes, tu fais monter tes tenues, et à un moment donné quand t'as pu les éléments pour faire monter ta tenue, hop elle se barre. Ah t'as plus rien machin, moi je me casse, boing, elle se barre machin. Attends j'ai pas fini, j'ai envie de voir quand même ce qu'il me faut pour faire monter mes tenues. Donc je suis obligé. Donc tu la rappelles et là, ah mais t'as pas ce qu'il faut, mais si tu veux peut-être voir tes tenues quand même, bah ouais, je suis là pour ça. Et tu regardes tes tenues, ah il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et ça c'est une mécanique, est-ce qu'on peut parler de mécanique de gameplay? Oui je pense. C'est quelque chose qui est énormément agaçant parce qu'ils l'ont pas corrigé dans Tears of the Kingdom, tu vois. Et c'est dans cela où je me pose la question, est-ce que les créateurs de jeux vidéo jouent vraiment à leur jeu? Parce que ça, franchement, ça devrait te donner l'option de dire est-ce que tu veux quand même regarder ce qu'il te faut pour faire monter tes tenues? Bah ouais, s'il te plaît. Ah ok, il me faut ça, il me faut ça. Et non, elle se barre. Ah, tu rappuies, allez vas-y, reviens, tu reviens. Et ça, c'est un aspect agaçant. On le met dans le point négatif de mécanique de gameplay brouillonne et agaçant. Dans les points négatifs 3, bah, on pourrait presque mettre le coup d'effet, mais tout ce qui casse le rythme et qui est assez usant sur le long terme, c'est les Korogu, les gars avec leurs panneaux à la con, et les fées qui se barrent quand t'as besoin. Voilà. Il y a quand même ces aspects-là. Ça, c'est des rajouts, t'es pas obligé de les faire. Les Korogu, t'es pas obligé de les faire. Les gars avec leurs panneaux, t'es pas obligé de les faire. Enfin, si tu veux avoir un peu plus de place dans ton inventaire, c'est vrai que les Korogu essaient d'en faire un petit peu de temps en temps. Mais à un moment donné, Tears of the Kingdom, j'en ai fait au début, après j'ai arrêté. J'ai préféré faire péter mes armes, avoir, de toute façon les armes à pète, donc j'ai préféré avoir moins de place pour mes armes et tout ça, parce que les Korogu ils m'ont tellement gavé quoi. Et ce qui est énervant, c'est quand tu associes tous les points négatifs. Tu cherches ton chemin, t'as des ennemis qui viennent te faire chier, tu pètes tes armes en essayant de les combattre. Ok, très bien, la pluie qui vient de faire chier. T'as le gars qui tremblote avec son panneau là, tu passes à côté de lui, putain, t'as envie de foutre des coups de pied quoi. Putain, tu fais chier avec ton panneau à la con. Et en même temps, t'entends chouiner encore ou à côté. Je te jure, c'est véridique. Ce que je te parle, c'est une expérience vécue. Expérience vécue en même temps. C'est plus qu'agaçant. Et ça casse vraiment le rythme, je trouve, de tout cela. Ils auraient dû trouver un autre système là-dessus, mais je pense qu'il y a encore un truc. C'est pareil, ça casse beaucoup le rythme. Ça, c'est un truc qui casse énormément le rythme. Je pense qu'ils auraient dû trouver un autre système. Il y en a qui ne font que ça. Je sais qu'il y en a qui font des vidéos, je fais tous les Korogu, génial. Dès que je tombe sur un Korogu, quand je lève une pierre, alors je voulais peut-être autre chose. Moi, personnellement, je trouve ça naze. Et je trouve ça, comme je dis, ça casse le rythme. Si tu commences à faire ça pour débloquer des espaces pour tes armes et tout ça. Je le fais au début quand c'est simple et je me prends pas trop la tête. Après, j'ai arrêté. Je dois bien t'avouer que je crois que j'ai fait 60% de Tears of the Kingdom. À un moment donné, j'ai fait stop. Plus de Goro, plus de gars avec leurs panneaux à la con. Alors là,
y a peut-être toute une histoire après avec les panneaux, tu vois. C'est comme j'imagine aussi avec le gars où tu enquêtes aussi. Tu as un journal et tu enquêtes. Ça, je l'ai fait. J'ai fait peut-être 90% et j'ai pas fait le cheval doré parce que le cheval doré, j'arrivais pas à le monter parce qu'il me demandait trop d'endurance. Donc voilà, donc je l'ai pas fait jusqu'au bout, mais j'imagine qu'après il y a une histoire, il y a peut-être quelque chose. En récompense, t'as une fameuse tenue pour ne pas glisser. J'ai réussi qu'à avoir une seule tenue, mais bon, enfin un seul élément de la tenue. Bref, en point négatif, c'est vraiment toutes ces conneries là. Encore une fois, je me dis que vraiment les concepteurs jouent à leurs jeux vidéo. C'est à se poser des questions. En quatrième point négatif, sanctuaire répétitif. Un système à la RPG aurait été bien mieux. Oui, c'est vrai, un système de farm à la RPG aurait été mieux. Farm comme dans Dark Souls ou tous les RPG, à un moment donné, tu affrontes des ennemis, ça te donne des points de compétences et tu peux faire monter tes compétences par exemple. Tu vois, t'as une histoire de farm dans Zelda Breath of the Wild seulement pour les tenues, pour faire monter tes tenues, comme dans Dark Souls d'ailleurs. Mais dans Dark Souls, c'est pour les tenues. Donc, t'as des ennemis qui te font popper des petits éléments, des petites pierres, des petits machins, qui te permettent de faire forger de meilleures tenues. Et à la fois, t'as des armes qui permettent de monter tes compétences. Dans Breath of the Wild, pour monter tes compétences, il faut faire des sanctuaires, des sanctuaires, des sanctuaires, des sanctuaires, des sanctuaires. Alors je sais pas combien il y a de sanctuaires, mais il y a des centaines et des centaines de sanctuaires. Où à l'intérieur des sanctuaires, t'as plein de petites épreuves, des petits casse-têtes, des machins, tout ça. C'est pareil, il y a un côté un peu usant, répétitif, un peu pénible. Et à la fois, ça va encore, c'est pas le plus pénible, tu vois. C'est pas le point le plus négatif. Les Korogu, ouais, ça casse-couille. Les Korogu, le fait de chercher son chemin, des fois. Le côté monde ouvert, les armes qui pètent, les éléments de gameplay, ok. C'est pas ce qui est le plus pénible pour les sanctuaires, mais je pense qu'ils auraient dû faire plus un système de compétences et faire peut-être des sanctuaires plus à l'ancienne, des vrais donjons avec des boss, des créatures comme dans un Echoes of Wisdom par exemple, où là il y a un vrai respect de l'âme des premiers Zelda d'une certaine manière. Voilà. En cinquième et dernier point négatif, le format des cartouches Nintendo Switch 2 évidemment, pas de DLC pour Breath of the Wild et pas de collector non plus. Voilà, donc tu vois les jaquettes d'origine, c'est les mêmes jaquettes sur Switch 2 avec des trucs, des bandeaux dégueulasses et des QR codes. C'est des cartouches Switch 1 et pas une vraie cartouche Switch 2 avec le côté plug and play, c'est-à-dire t'as le jeu Zelda Breath of the Wild Switch 2 avec la mise à jour graphique, avec le HDR, avec de la 4K, le 60 fps. Il était sur la cartouche Switch 2, tu mets ta cartouche Switch 2, plug and play, tu joues à ton jeu. Il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de machin, tout ça. Et t'as une vraie cartouche Switch 2, voilà, comme ça, il nous montre ce que valent les vraies cartouches Switch 2. Non, il crée des cartouches Switch 2 pour t'obliger à acheter des SD cartes express en plus, parce que tu peux pas réutiliser tes cartes SD. Ok, très bien. Voilà, mais ils les utilisent pas pour leur jeu là. Voilà, ils utilisent des cartouches Switch 1. Alors tu peux y jouer sur Switch 1, mais bon, l'intérêt est très limité quand même, hein, finalement. C'est l'intérêt très limité. En attendant d'acheter une Switch 2, ça peut être très bien pour certains jeux. Pour Hades 2, Silksong et tout ça, ça peut être très bien en attendant d'acheter une Switch 2. Bah, tu peux acheter le Silksong en NS2, Hades 2 en NS2 et jouer sur ta Switch Lite en attendant d'avoir une Switch 2. Ça oui, ça je suis d'accord. Donc oui, c'est tout un aspect Nintendo Switch Edition, c'est les mêmes jaquettes, c'est quasiment les mêmes dos, il n'y a pas de collector. Ils auraient pu au moins changer de jaquette et tout ça, et ils auraient pu au moins mettre les DLC dedans, quoi, surtout pour le prix. Les DLC dedans, un petit coffret collector, une nouvelle jaquette, une édition limitée, pourquoi pas dans le temps, parce que bon, ce jeu existe déjà sur Switch 1 et beaucoup l'ont acheté, ils sont pas obligés d'en produire des tonnes. Donc ils jouent sur le côté collector, ça ferait vendre beaucoup plus en plus pour les fans. Et enfin, une vraie cartouche Switch 2 et tout ça. Les gens ils ont déjà les jeux Switch 1, ils veulent y jouer sur Switch 1, ben ils achètent cela, tu vois. Et après ils font la mise à jour. Peu importe, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment que pour
pour les nouveaux jeux, pour certains jeux, pourquoi pas, il faut quand même le souligner, pour moi c'est un gros point négatif, car il n'y avait pas besoin d'une Nintendo Switch 2 édition pour ces... Il y avait besoin d'un collector, une édition limitée, et d'un vrai jeu sur cartouche Switch 2, plug and play, bim, merci, au revoir. Et voilà. Donc maintenant je vais noter tout ça. Donc sur 20 points. Donc d'abord il y a le plaisir à jouer. Le plaisir à jouer sur 5 points. Je mets 4 points quand même. J'ai oublié un S sur points, c'est pas grave. Donc oui, il y a le côté agaçant tout ça, mais je pense que Breath of the Wild et tous les éléments agréables du jeu, en cela quand tu t'impliques vraiment dans le jeu, et tu fais pas juste une heure de temps en temps entre deux trois autres jeux, parce que là tu te perds trop dans les boutons que tu ne fais que t'agacer. Si tu t'impliques vraiment sur une télé 4K en plus, parce qu'il y a quand même le côté 4K 60 fps et HDR, le fait que Breath of the Wild, ça a été super plaisant, franchement. Donc j'enlève quand même un point pour le côté un peu agaçant du gameplay, du machin et tout ça. Mais tu t'y fais quand même. Mais il y a toujours dans la fatigue. C'est un peu dérangeant, donc je mets que 4 points et pas 5, malgré tout. Pour le plaisir à jouer. Le chara design et la technique, je mets 5 points parce que ça reste magnifique. J'ai déjà dit, tout est magnifique dedans, même si techniquement c'est pas la direction artistique, le climat dynamique et tout ça. C'est pour moi un des plus beaux jeux à ce niveau-là, niveau ambiance. Donc 5 points mérités. L'histoire, l'intérêt d'avancer, de progresser, la rejouabilité sur 5 points, et ben je mets 4 points parce que l'histoire est quand même intéressante, c'est ce qui te pousse à aller à finir Tears of the Kingdom, là où à un moment donné, j'en avais marre j'ai confondu une mission secondaire et la mission principale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'avais vraiment envie de finir l'histoire. J'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer avec Zelda, par exemple. Comment ils allaient terminer le jeu et l'histoire. Malgré que là, ça m'a vraiment agacé sur ce point-là. Donc il y a un vrai intérêt à continuer. La rejouabilité est énorme sur Breath of the Wild. Voilà, j'en ai fait l'expérience. L'histoire est incroyable, finalement. Et voilà, c'est tout. Donc sur 5 points, je mets 4 points malgré tout. Voilà, je mets 4 points malgré les petits points négatifs qui t'embêtent un petit peu. Je pourrais presque mettre 5 points, mais quand même, faut que j'enlève quand même des points sur les petites choses négatives. Après, sur le respect des joueurs, sur 5 points, je mets 2 points, évidemment, respect des joueurs. C'est tout ce que j'ai dit au niveau des Nintendo Switch 2 édition, pas de collector, les mêmes jaquettes. J'ai rien à branler, ils sont vraiment pas fait chier. Il y a eu zéro respect du joueur, limite. Je mets quand même 2 points, parce que c'est pas une game qui garde. Quand même, ça reste quand même du physique, malgré tout. Et que la mise à jour graphique, logiquement, apparemment, elle serait sur la cartouche aussi. Voilà, donc ça serait pas en téléchargement online, contrairement peut-être à d'autres éditeurs. Donc je mets 2 points et je dois bien t'avouer que ça mériterait peut-être que 1 point aussi. Hein. Je vais peut-être changer d'avis d'ailleurs. Je vais peut-être enlever 1 point quand même. Il y a quand même du gros foutage de gueule. Je mets 1 point pour que ça reste quand même du physique. Et il y a peut-être la mise à jour sur... Ouais bon, c'est quand même un format de merde. Je mets que 1 point, j'en enlève 1 d'ailleurs. Et dans le point bonus ou malus, donc ça c'est plus 1 ou moins 1 par rapport au 20, donc il y a 20 points distribués et éventuellement plus 1 ou moins 1. Je mets plus 1 parce que ça reste juste incroyable. Voilà le sentiment de fin, d'avoir fini ça, d'avoir fait l'intégrale, ce que je voulais faire sur télé 4K, je me répète, HDR, 60 fps, machin, tout ça, les 2 jeux d'affilée. C'est énormissime, ça laisse une telle impression incroyable, un tel sentiment de waouh, énorme jeu, au final que je peux mettre que plus 1 point bonus et pas un malus. Donc énormissime, donc au final ça faisait 16 mais j'ai enlevé 1 point donc ça fait 15 sur 20. Voilà, c'est ma note 15 sur 20. Ça reste une très bonne note mais il faut enlever quand même des points pour le côté négatif. Je suis pas à mettre des 20 sur 20 parce que j'ai une collab à la con avec l'éditeur. Non. Et pourtant c'est un jeu extraordinaire que j'ai presque envie de mettre dans mon top 10. La saga, tu vois, les deux.
Ceci étant, faut que je note aussi le respect du joueur. Donc, ce qui est proposé. Et dans le respect du joueur aussi, j'ai oublié, il n'y a pas les DLC de Breath of the Wild. Ils auraient pu très bien les mettre là où ils sont mis finalement sur l'édition japonaise. Donc voilà, ça c'était fait, c'était mon test de Zelda Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom que j'associe finalement. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit format test de jeu vidéo. J'essaierai de t'en proposer, voilà, n'hésite pas à laisser en commentaire ton avis sur ce nouveau format. Et on se dit donc à la prochaine, bye bye.